Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à l'Agora France Télévisions pour cette rencontre, cette table ronde sur un sujet que j'espère qui va vous passionner, qui est déjà passionnant. C'est les rapports entre le rap et la poésie, le rap médium pour démocratiser la poésie, avec nos invités qui sont là. Et avant de les présenter, on va commencer d'abord en musique avec Lord Esperanza. Bonjour, bonjour mon cœur, bonjour ma douce vie. Salut à tous, vous allez bien? Je suis très heureux d'être là. Merci pour votre accueil. Bonjour ma toute belle, ma mignardise, bonjour. Mes délices, mon amour, mon doux printemps, ma douce fleur nouvelle, mon doux plaisir, ma douce colombelle, mon passereau, ma jante tourterelle, bonjour ma douce rebelle. Faudra-t-il que quelqu'un me reproche que j'ai vers toi le cœur plus dur que roche, de t'avoir laissé maîtresse pour aller suivre le roi, mendiant je ne sais quoi. Faudra-t-il que quelqu'un me reproche que j'ai vers toi le cœur plus dur que roche, de t'avoir laissé maîtresse pour aller suivre le roi, mendiant je ne sais quoi. Mon cœur, bonjour ma douce vie, ma douce vie. Bonjour, bonjour mon œil, bonjour ma chère amie, ma chère amie. Bonjour, bonjour mon cœur, bonjour ma douce vie, ma douce vie. Bonjour, bonjour mon œil, bonjour ma chère amie. Faudra-t-il que quelqu'un me reproche que j'ai vers toi le cœur plus dur que roche, de t'avoir laissé maîtresse pour aller suivre le roi, mendiant je ne sais quoi. Que le vulgaire à peine une largesse, plutôt périsse, honneur, cour et richesse. Que pour les biens jamais je te relève, ma douce et belle déesse. Merci en tout cas. Oui, Lord Esperanza, je disais c'était bonjour mon cœur. C'est pas de vous, ça date d'il y a quelques siècles maintenant. Et c'est exactement ça, c'est de Ronsard. Exactement. Bonjour mon cœur de Ronsard, c'est extrait de ce programme qui s'appelle C'est la base, dont on va parler dans quelques instants. D'abord, on va commencer par présenter tous les gens qui sont là dans cette table ronde. On va partir de là-bas avec Antoine Carreau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des éditions Séguers, c'est bien ça? Absolument. Édition qui publie beaucoup de poésie. Qui publie essentiellement de la poésie, c'est leur vocation première. À côté de vous, il y a Clémence Losfeld. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Et vous êtes la personne qui a inventé ou trouvé cette idée de C'est la base. C'est ça. Donc C'est la base, c'est un programme de Lumni et vous êtes Anne Barou, la personne qui est bien placée pour parler de Lumni. Qu'est-ce que c'est Lumni d'ailleurs? On peut le rappeler, c'est un programme de France Télévisions. Oui, bonjour à tous. Lumni, c'est une plateforme de ressources éducatives. Alors c'est une plateforme gratuite, je tiens à le dire, parce que c'est quand même très important, sur laquelle on va trouver un ensemble de contenus, on en a près de 8000, qui ont alors une singularité, c'est que ce sont des contenus qui illustrent, en tout cas, vont venir soutenir les points clés du programme scolaire, de la maternelle à la terminale. C'est ça Lumni, lumni.fr. Et nous avons enfin deux artistes qui ont participé à ce programme. Lord Esperanza, donc, que vous avez vu à l'instant, et puis Amalia également qui se produira dans quelques instants. Alors pour commencer, on va reparler de C'est la base, reprendre un peu la genèse avec peut-être Clémence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette idée est née? En fait, je me disais qu'il y avait à la base pas du tout, enfin je trouve qu'il n'y a pas de différence vraiment entre l'écriture rap et la poésie. En tout cas, peut-être avec la poésie contemporaine, il y a peut-être un peu plus de différence aujourd'hui, mais si on prend voilà, des poèmes de nos aïeux comme Victor Hugo, Co, ou même si on part un peu plus loin, même au Moyen-Âge avec les troubadours, qu'on appelait des rimailleurs, vraiment. Bon, là, c'était un peu péjoratif, mais c'est vraiment ça. Et au final, ils ont tout gagné parce qu'aujourd'hui, leur style lyrique, c'est le style le plus écouté, qui est le rap. Et en fait, je partais un peu de ce constat. En me disant que voilà, la poésie en tant que telle est un peu est peu lue, j'ai l'impression, en tout cas sauf si je me trompe, en tout cas un peu délaissée, je trouve,
On en parlera surtout juste chez, après. non, mais surtout chez les jeunes générations, alors qu'en fait ils écoutent du rap, ils respirent rap, ils lisent rap, et je trouvais ça justement dommage. Et je me dis mais on peut relier les deux et leur faire découvrir la poésie autrement, quoi. Et Anne Barou, donc, ensuite, ce programme, il répond aussi à des besoins, des questionnements de la part de France Télévisions et de l'UMNI? Oui, de la part de l'UMNI, oui. Avec l'équipe éditoriale, on travaille évidemment à identifier ce dont on a besoin, ce qui nous manque dans le catalogue. Et l'année dernière, on se rend compte qu'on a peu et même pas de choses pour expliquer les courants poétiques du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Donc c'était quand même c'est un challenge, hein, intéresser les jeunes à ces courants poétiques-là, à Ronsard, Du Bellay, Voltaire, Aragon ou Éluard. Donc comme on avait changé de stratégie éditoriale pour être plus en proximité des jeunes, être vraiment à leur hauteur, on s'est effectivement dit que ce serait vraiment bien de trouver un vecteur, un moyen d'avoir une vraie passerelle entre parfois ce qui peut être considéré un peu comme élitiste, hein, la poésie, et puis le rap qui lui aussi souffre de stéréotypes, hein, de préjugés, un peu de brutalité ou de violence, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et donc on a fait ce pari, cette audace, avec Milgram, avec Clémence, de travailler sur ce sujet-là. Et c'est, je crois, un pari réussi parce qu'il n'y a pas de préciosité, il y a beaucoup de... En tout cas, c'est merveilleux, on vient de l'entendre. Et puis pour nous, c'était important de donner aussi la dimension pédagogique, puisque c'est ça l'UMNI. Et on a fait appel à Athéna Sol, hein, que les jeunes connaissent, puisque c'est une créatrice de contenu, mais elle est surtout professeure de français agrégée. Et elle donne avec beaucoup de justesse le contexte social, économique, politique, mais elle rentre dans l'œuvre aussi. Donc je crois que c'est vraiment un pari tenu. On en est très fiers, nous. Le principe, donc, c'est des rappeurs qui reprennent des textes, des poésies classiques. Il y a combien de rappeurs? Vous pouvez nous dire un petit peu, Clémence, et combien de textes? Il y a 12 textes, hein. Voilà, et 7 rappeurs. Non mais, oui, rappeurs et rappeuses, mais on s'entend. Non, et le but, c'était un peu de créer la surprise. C'est vrai que si vous allez voir tous les autres épisodes sur l'Omni, vous tapez C'est la base, l'Omni, allez voir vraiment le reste aussi les autres morceaux. En fait, moi je trouve qu'on fait pas la différence. En fait, si vous écoutez, on se dit mais attends, c'est un texte de Lorde, c'est un texte, ça pourrait être un texte d'Amalia. On fait pas la différence et c'est ça qui est intéressant parce que le rap, c'est vraiment de la poésie. D'ailleurs, il faut se rappeler que l'acronyme de rap, c'est Rhythm and Poetry. Donc, en fait, voilà, tout est dit. Et du coup, la question, c'était... La question, c'était juste ça, c'est de rappeler un peu le principe. Ouais. Mais on va se tourner vers Antoine Caro, parce que tout à l'heure, il a un petit peu tiqué quand... Alors, est-il vrai qu'on ne lit plus de poésie ou qu'on n'en achète plus? Non. Alors, il y a une double situation. C'est que il est vrai que si on regarde le marché du livre, la place de la poésie dans le marché du livre, ça n'est évidemment pas une place essentielle. En revanche, et c'est ce que je voulais dire, il se passe quelque chose de très positif en ce moment. Le marché de la poésie évolue de façon très positive. Sans rentrer dans le détail des chiffres, on peut dire que depuis 5 ans, il a augmenté de 50%. Donc, il y a une vraie évolution positive. Et si on parle aux libraires, qui souvent sont des lecteurs qui aiment la poésie et qui essayaient ou qui essayent d'attirer certains lecteurs vers leur rayon poésie, ils vous disent qu'ils y arrivent de plus en plus. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. On pourra en reparler tout à l'heure. Pourquoi cet essor de la poésie aujourd'hui? C'est une question intéressante. Mais il se passe quelque chose. Et donc là, et récemment encore, j'ai discuté avec des libraires qui travaillent ici sur le salon et qui me disent qu'ils sont en train d'augmenter la place qu'ils consacrent à la poésie dans leur librairie. Donc des tables un peu plus grandes avec plus de livres de poésie à montrer. Et chez Segers, il y a beaucoup de poètes qui sont aujourd'hui considérés comme des classiques. On peut peut-être rappeler un peu votre catalogue. Et des contemporains. Ouais. Alors Segers, c'est une maison qui a été fondée par un poète et un résistant qui s'appelait Pierre Segers
et qui a dirigé sa maison pendant 30 ans. C'était vraiment un très très grand éditeur, c'était aussi un poète, mais c'était un visionnaire. Il a créé cette maison pour éditer de la poésie, et en même temps qu'il a créé sa maison, il a créé son propre système de diffusion et de distribution. Son but, c'était qu'on ne trouve pas seulement, donc ces démarches se ressemblent, la poésie, à l'époque c'était les années 40, 50, dans certaines librairies sous forme de recueils et de plaquettes tirées à quelques dizaines ou centaines d'exemplaires. Il a voulu porter la poésie à une autre échelle. Et donc il a créé une collection qui est une collection fameuse qui s'appelle Poètes d'aujourd'hui. Le premier numéro, qui était consacré à Éluard, qui a d'ailleurs été conçu avec le poète, au fil des ans, s'est vendu à 300 000 exemplaires. Donc il a tout changé à l'édition de poésie. Cette collection Poètes d'aujourd'hui, elle proposait une anthologie, une iconographie, une bibliographie et une présentation. Donc pour ceux qui n'auraient qu'un livre sur Paul Éluard, c'était un peu le livre parfait. Et cette collection, elle a fait des enfants, puisqu'ensuite Segers, toujours dans l'esprit de soutenir la poésie, a décliné sa formule d'édition à la musique, au cinéma, au théâtre, à la littérature, aux sciences, à la philosophie. Mais la première collection importante qui est née de Poètes d'aujourd'hui, c'était Poésie et chansons. Et là encore, on a un lien, c'est que Segers, qui était un moderne, a fait rentrer Ferré, Brassens et Brel dans Poètes d'aujourd'hui. Donc bien sûr, il y a eu un débat. Certains ont dit que c'était déplacé, voire scandaleux, mais ça a si bien fonctionné que ça a été le démarrage d'une seconde collection. Donc... Et aujourd'hui, vous éditez même des artistes qu'on connaît, comme le chanteur de Feu Chatterton qui est publié chez vous. Absolument. Donc ça, c'est vraiment une grande fierté pour nous. Nous, on a beaucoup de poètes importants du XXe siècle dans notre fonds. On les a réédités en reprenant les codes de cette collection dont je vous parlais, qui s'appelle Poètes d'aujourd'hui, qui est un certain format carré, des couleurs qui changent à chaque collection. Et au-delà, à chaque nouveau livre. Et au-delà de ça, on a commencé l'année dernière à publier des poètes contemporains français. Et le premier, c'était Arthur Teboul. Son livre s'appelle Le Déversoir. Il est sorti au mois de mars de l'année dernière et ça a été un succès de librairie. Un vrai succès de librairie puisque c'est vendu à 25 000 exemplaires aujourd'hui. Donc on est à des hauteurs de romans qui marchent bien. Pour de la poésie, donc là vraiment... Et pour de la poésie, c'est un peu inédit dans le grand format aujourd'hui. Donc là encore, je nuance grand format. Parce qu'évidemment, il y a des anthologies, des livres de classiques qui sont distribués en poche, qui se vendent vraiment à grande échelle. Mais pour un recueil contemporain, là, on a réussi quelque chose. Et je pense que le lien entre le fond et la nouveauté, le prestige du fond rejaillit sur la nouveauté qui traîne aussi le fond, tout ça est une alchimie qui est en train de fonctionner. Et puis aussi le lien, bien sûr, entre la musique, les amateurs du groupe Feu Chatterton, qui vont vers la poésie qu'il a écrite, qui peut-être découvrent de la poésie qui n'aurait pas lu autrement, et qui, découvrant Arthur chez Segers, peuvent être intéressés par Éluard, Aragon, etc. Je cite ces deux-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Et est-ce que vous avez en projet de publier des gens qui sont aujourd'hui considérés comme des rappeurs? Alors, pas de projet, mais c'est vrai que depuis la relance de Segers, qui est assez récente, puisque ça fait 2 ans et demi que les premiers livres de ce nouvel an de Segers, de ce nouvel élan de Segers sont parus. Le projet, c'est évidemment de publier des auteurs venant de tous horizons. Donc pour l'instant, mais j'y suis allé à petits pas. J'ai commencé par la réédition des classiques. Arthur était le premier. Je vais publier là au mois de mai un recueil de poésie de Clara Isé, que vous connaissez peut-être, qui est une chanteuse de la nouvelle scène française. Mais les rappeurs, c'est une intention. Maintenant, il faut trouver les bons textes, le bon auteur, la bonne rencontre. Mais je suis sûr que ça va venir, bien sûr. Bon, mais le message est passé. S'il y a des auteurs et des rappeurs parmi nous, et ils sont même là d'ailleurs, on va pouvoir poursuivre en musique avec Amalia cette fois, et un texte de Victor Hugo. C'est bien ça? Ouais. Allez, c'est parti. Bonjour. J'ai pas le texte. Ah, ok. Ne dites pas mourir,
dites naître, croyez. On voit ce que je vois et ce que vous voyez. On est l'homme mauvais que je suis, que vous êtes. On se rue au plaisir, au tourbillon, au fait. On tâche d'au payer le bas, la fin, l'écueil, la sombre égalité du mal et du cercueil. Quoique le plus petit vaille, le plus prospère, car tous les hommes sont les fils du même père. Ils sont la même larme et sortent du même œil. En usant ses jours à se remplir d'orgueil. On marche, on court, on rêve, on souffre, on penche, on tombe, on monte. Quelle est donc cette aube? C'est la tombe. Où suis-je dans la mort? Viens, un vent inconnu vous jette au seuil des cieux. On tremble, en soigneux, impur, hideux. Où suis-je? C'est la tombe. Où suis-je dans la mort? Viens, un vent inconnu vous jette au seuil des cieux. On tremble, en soigneux, impur, hideux. Où suis-je? Noé des mille funèbres, de ces torts, de ces mots honteux, de ces ténèbres. Et soudain on entend quelqu'un dans l'infini qui chante. Et par quelqu'un on sent qu'on est béni, sans voir la main d'où tombe à notre âme méchante. L'amour est sans savoir quelle est la voix qui chante. On arrive homme, deuil, glaçon, neige, on sent fondre et vivre d'extase, de et s'emplissant. Tout notre être frémit de la défaite étrange du monstre qui devient dans la lumière un ange. Merci. Bravo. Merci. C'était ce que c'est que la mort de Victor Hugo. Alors moi je voulais savoir, déjà on va peut-être plus parler un an avec vous lors d'Esperanza et Amalia, mais Amalia vous venez de passer sur scène, c'est incroyable, et quand on fait du rap en règle générale on interprète ses propres textes. Qu'est-ce que ça fait de rapper du Victor Hugo? Bah déjà moi Victor Hugo c'est un des poètes auteurs que j'adore, donc c'est un honneur de pouvoir interpréter qui plus est ce texte, enfin ce poème. Et en même temps, c'est aussi, je ne vais pas vous mentir, c'est assez bizarre d'interpréter pas sa musique, mais c'est un exercice de style qui est très plaisant. Voilà. Donc je suis très contente de faire ça aujourd'hui. Et comment on fait? Comment on se plonge là-dedans? Comment on l'interprète? Ben, je ne sais pas comment toi ça s'est passé, mais en fait, il y a une vraie analyse du texte. Et donc après, moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit comment il a découpé ses vers. Bon, Victor Hugo, en fait, il est extrêmement technique. et après, ben, ça a été un travail avec un producteur qu'on embrasse, Victor. Et en fait, tu cherches. Et en fait, finalement, on se réapproprie le texte et on fait le même travail que lui. Mais nous, c'est un travail de flow. Donc, on n'a pas le travail de l'écriture, mais ça va être du placement, en fait, en fonction d'un rythme donné. Justement, tu ne penses pas que le rythme, il est quand même déjà établi? Parce que même, ils écrivent, tu vois, les vers, c'est comme des phases. Donc même s'il n'y a pas la musique, il y a quand même un rythme. Même d'ailleurs, des poèmes en prose, je pense qu'il y a quand même un rythme. Tu vois, même sans rime. Il y a un rythme, mais je pense que... Là, tu devais caler ta voix, mais... Ben... Pas qu'il y avait un rythme quand même déjà préétabli, un peu comme quelque chose de musical, même si c'était pas mis en musique. Non. Non? C'est trop fort? Non, enfin, oui, il y a un rythme, mais en fait... Qui n'est pas forcément le tien à la base, c'est ça? Bah, déjà, et puis je pense que Victor Hugo, je pense pas qu'il le rapperait aussi rapidement. Oui, ça après tu l'interprètes. Voilà, mais c'est de l'ordre de l'interprétation, ouais. Mais il y a quand même un rythme de base dans son écriture. Bien sûr, oui. Voilà. Oui, non, mais bien sûr. Toi, tu as décidé de le découper à des endroits précis, et c'est là où tu parlais de flow. Je pense que c'est là où tu te l'es vraiment approprié, c'est de faire rebondir des rimes intérieures ou des syllabes, des assonances que tu as choisi de mettre en avant. Je pense que c'est là où vous dites un peu la même chose, mais avec des mots différents, c'est qu'il y a un rythme musical qui est inhérent au pied, tu vois. Tu l'as découpé un peu autrement. Ouais, exactement. En fait, on parle la même chose. Et avec, en fait, on disait la même chose, on est tout à fait d'accord. Même question du coup pour Lord Esperanza. Avec Ronsard, déjà vous avez interprété chacun plusieurs textes, donc est-ce qu'on fait en fonction du style? Enfin, comment on travaille ça? Moi, Ronsard, je trouvais ça intéressant parce que c'est un des textes les plus vieux qui nous était proposé parmi le recueil. Et donc, c'est un auteur qui a plusieurs siècles, comme tu le rappelais. Et j'ai donc fait le choix de faire une instrumentale qui est très actuelle, avec les codes un peu de la trap. Donc, c'est le rap un peu actuel qu'on peut entendre dans la radio. Et en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est de créer ce mélange anachronique entre un texte très ancien et une musicalité avec de l'autotune, avec des codes qui sont vraiment les reflets et la photographie d'une époque, qui correspondent à vraiment ce qu'on peut entendre aujourd'hui dans les top streams Spotify ou à la radio sur Skyrock et autres. Et donc j'aimais bien ce contraste en fait. Après pour le texte de Baudelaire, moi je l'ai choisi plus
un peu comme ce que tu disais sur Victor Hugo, par amour, entre guillemets, de ces mots. Et il y avait un petit clin d'œil parce qu'à la fin de son poème, il dit que l'angoisse atroce et despotique sur son crâne incliné plante son drapeau noir. Et il s'avère que moi, j'ai commencé la musique avec un premier opus qui s'appelait Drapeau noir. Donc je voulais faire un peu un clin d'œil indirect pour les gens chez qui ça pouvait potentiellement résonner, quoi. Et justement, en parlant de poésie, quels sont vous, chacun, vos premiers souvenirs de poésie? Est-ce que c'est des récitations à l'école primaire? Prévert, non? Moi, à l'école primaire, c'est Prévert, je crois. Moi, c'était Ronsard. Mais en plus, je l'avais appris en chanson. Merde, c'était quoi déjà? La rose. Mince, je l'ai plus. Voilà, c'est ça. Incroyable. Et je l'avais appris en chanson, donc en fait, moi, la poésie, ça a été... Enfin, je l'ai appris d'une manière très ludique. Donc c'est pour ça que ça m'a toujours plu. Peut-être que je fais. Mais les du rap premières pour poésies ça. étaient des chansons, hein, vraiment. Si on repart des troubadours et même avant, c'était des chansons à la base. Ah oui. Donc ouais, tout est lié, quoi. Moi, les premiers souvenirs de mots un peu qui s'enchaînent et qui forment des rimes, c'est MC Solar, je crois. Ouais, Si on peut parler de poésie, clairement. Et après, Brel aussi. Tu mentionnais Brel. Je sais que mon beau-père l'a eu au bac. Donc, je pense qu'il y a eu quand même une transition générationnelle avec une acceptation de considérer ces textes comme un auteur à part entière et pas que un parolier, quoi. Et après, ouais, je crois que c'est Prévert, quoi. Vraiment les premiers souvenirs primaires. C'est vrai que ce mélange entre la chanson et la poésie dite classique, peut-être que des gens comme Pierre Séguers y ont participé en mettant Brel dans des collections de poésie. Lui, il avait une façon intéressante d'évoquer ça. Il disait, c'est pas exactement pareil, c'est un peu ce dont vous parliez tout à l'heure. Il y a des codes qui sont pas exactement les mêmes, mais il disait les deux font partie du trésor de la langue. Je crois que quand on a dit ça, on a tout dit. Il y a évidemment des refrains, mais là encore, en évoquant la poésie la plus ancienne, tu disais qu'elle était musicale, et c'est vrai. Au départ, la poésie était chantée, je crois, pour être retenue avant même l'écriture. Donc le lien est plus qu'ancien. Et le lien, c'est qu'on peut le dire, et notamment vous citiez MC Solar, qu'aujourd'hui on parle des rappeurs comme des poètes. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, est-ce qu'il y a des moments dans votre travail donc, personnel, quand vous écrivez vous pour vos propres textes, vous dites tiens, là, je me sens poète, ou est-ce que je fais de la poésie? Est-ce que ça vous est déjà passé par la tête, ou c'est rien à voir? Je crois que, comme ça a été mentionné au début de l'émission, la poésie émane de quelque chose qui est très... soit poussiéreux dans le regard des gens, soit très érudit, qui s'adresse vraiment à une audience intellectuelle, et donc... inconsciemment, se dire de soi-même que lorsqu'on écrit des textes de rap, c'est de la poésie, ça serait quasiment de l'arrogance en fait, que de se considérer comme un poète, en tout cas dans mon regard. Mais par contre, je trouve ça très beau de voir que des démarches comme celle de Lumni et comme ta démarche permettent de venir démocratiser le texte de rap comme étant un vecteur plus large d'émotions, comme un trésor potentiel de langue. Et je veux vraiment souligner que pour moi, c'est précieux de s'attacher à cette idée parce que longtemps, le rap a été en effet considéré comme une sous-culture, comme le dirait notre cher et tendre Éric Zemmour. Mais en effet, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de prouver que le rap est quelque chose de beaucoup plus large que ça et qu'en fait, c'est juste un enchaînement de mots. Et on parlait de Brel tout à l'heure. Franchement, chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats de vieille de tempête. Si c'est pas de la poésie, je sais pas ce que c'est, quoi. Donc c'est pareil pour certains rappeurs aujourd'hui, selon moi. Puis c'est surtout que le projet que vous avez mis en place, en fait, pour moi, il casse les barrières sociales. Et c'est ça qui est très important. Et là, c'est pour ça que moi, j'ai accepté avec grand plaisir de faire ça avec vous, parce que moi, je viens de Marseille et je viens des quartiers nord. En fait, je suis née dans les quartiers nord et j'avais pas accès en fait à ça. Et moi, j'avais accès à YAM, j'avais accès à la FF, j'avais accès à d'autres choses aussi, mais à la musique que nous aujourd'hui on considère comme de la poésie. Mais du coup, pour moi, en fait, il y a les artistes là, on a un rôle quoi, on a un rôle qui est crucial en fait. C'est se dire bon ben moi qui étais issue des quartiers nord, ben regardez ce qu'on peut faire en fait avec ces outils-là et ils sont accessibles sur YouTube parce que voilà c'est une plateforme gratuite et tu peux y accéder et je trouve ça merci voilà c'est tout. Anne Darrow. Merci. Oui, je réagis parce que en tout cas l'objectif de cette production-là c'était vraiment celle de démocratiser justement la poésie et c'est
C'est tout à fait ça, c'est de se dire, à un moment donné, il faut pouvoir permettre la rencontre entre, alors nous on s'adresse à des élèves, entre des élèves qui n'ont pas forcément ni les moyens, ni l'habitude d'aller fouiner dans des bibliothèques ou enfin maintenant sur Internet. Là, je fais un peu old school, hein, mais bon. Mais en tout cas, de lire des mots comme ceux qu'on peut lire dans la poésie, qui sont des vrais, en tout cas, c'est de l'émotion pure. Donc, on trouvait aussi assez dommage et dommageable que trop de jeunes, encore aujourd'hui, passent à côté, c'est ce que tu viens de dire, Amalia, à côté de textes qui sont merveilleux. Donc, démocratiser la poésie, c'était vraiment ça. C'était de se dire, trouvons le moyen de permettre d'aller partout, là où sont les jeunes, voilà, dans leurs écouteurs, sur les podcasts, et d'utiliser le rap. Ça couine, ça grince, mais c'est joli aussi, ça dérange un petit peu, mais c'est pas mal. Et vraiment, c'était l'objectif, et je crois vraiment qu'il est réussi avec, pour nous qui ne sommes pas de la même génération. Enfin, moi, les poésies, je les ai apprises parce que Ferré a mis Aragon en chanson, parce que Montand a chanté Prévert, ou Éluard aussi. Donc c'est vrai que c'est hyper important. Et c'est presque une tradition de l'oralité, je trouve. Finalement, Clémence, l'idée de tout ça, c'était presque d'oublier les auteurs, quand on entend... Est-ce que ça faisait partie aussi du projet? Ah oui, c'était vraiment ça. Moi, je trouve le but, c'est de réussir à faire une fusion vraiment entre les anciens et les nouveaux, quoi. Donc ouais, c'était ça. Est-ce que pour ceux peut-être qui n'ont pas encore vu le programme, vous pouvez rappeler quel genre qui participe au-delà d'Amalia et de Laura Esperanza, et peut-être des gens qui auront envie d'aller écouter ça? Alors là, je vais avoir, il faut que je fasse appel à ma mémoire. Donc il y a Laura Esperanza, Amalia, Juste Chani, Vicaire. Il m'en manque. Alors il y a les filles, il y a celles qui ont fait la production, ouais. Et il me manque un garçon. Et la sélection, si on l'a dit, Vicaire. Je suis désolée pour... L'hémophile. L'hémophile, exactement. Et pour la sélection des textes, ça s'est passé comment? Pour la sélection des textes, on était quand même contraints par le programme scolaire. Donc voilà, c'était en fonction des différents mouvements. Donc j'ai sélectionné énormément de textes à proposer aux rappeurs, et j'étais un peu seule devant mon ordinateur à essayer quand même même si je ne sais pas rapper, d'essayer de les rapper en me disant ça va passer, ça va être plus compliqué. Parce qu'il y en a qui sont un peu plus compliqués. Il y a des périodes quand même où c'est vraiment du vieux français, et c'est un peu plus compliqué quand même à mettre en rythme et en musique. Donc ça a été sélectionné comme ça, avec différents thèmes qui sont en commun avec le rap et avec aussi la littérature. Enfin, c'est la vie, la mort, l'amour, etc. Ça n'a pas trop changé, hein. C'est vrai qu'on parle toujours un peu de la même chose depuis toujours. Et c'est aussi pour ça que ça marche, je pense. C'est que c'est des thèmes quand même qui sont les mêmes. Donc voilà, c'est un gros corpus dans lequel les rappeurs ont pu piocher et choisir le texte qui leur plaisait le plus, qui leur parlait le plus. Mais c'est d'autant plus un programme singulier et difficile à la base, sans faire de mauvais jeu de mots, qu'on était effectivement contraint par les points clés du programme scolaire. En tout cas, ces courants poétiques du Moyen-Âge jusqu'au XXe. Et j'en profite parce qu'elles sont là. C'est aussi un travail de l'équipe, et de Monica et de Karine en particulier. Ils travaillent chez Lumni, d'avoir accompagné et porté ce programme qui était très audacieux pour nous, hein. Pour Lumni, je tiens à le dire, c'est un peu notre programme un peu phare de cette nouvelle stratégie éditoriale qu'on entend mettre en place pour être véritablement à hauteur du public qu'on cible, des jeunes, voilà, et de les séduire, tout en restant excellent, évidemment, dans le propos. Parce que là, on reste excellent dans le propos. On n'a pas parlé d'Athéna Sol et de sa contribution sur la partie de ce programme, mais elle est encore une fois d'une grande justesse et d'une grande expertise, sans que ce soit trop érudit, justement. C'est vraiment un super programme. Il faut aller le voir, je vous y invite. Avant qu'on passe à un nouvel extrait musical, je voulais savoir, Amalia et Laura Esperanza, est-ce que ça vous a donné envie de vous replonger ou de découvrir certains auteurs? Moi, je voulais rebondir juste avant de répondre à la question à ce que tu disais sur la dimension sociale et politique en fait, de ce genre d'émission, de ce genre de démarche. J'ai parlé avec un prof de français il y a quelques semaines qui m'a dit qu'il avait utilisé le programme pour pouvoir
venir vulgariser les textes et que depuis toutes ces tentatives de mise en place de la poésie auprès de ses élèves, c'était de loin la plus fructueuse parce que par essence, le billet, je pense le médium rap créait un dialogue intergénérationnel beaucoup plus fort, quoi. Et après, sur la poésie, moi j'ai découvert Roupicor il y a quelques années, qui est un des gros succès, je pense, qui a dû contribuer aux 50% d'explosion du marché, qui est une autrice, je crois, canadienne d'origine indienne, si mes souvenirs sont bons. Et dans une large mesure, hein, tu as tout à fait raison. Qui, elle, a un profil intéressant parce que, un peu à l'image de votre démarche avec Lumni, il y a quelque chose d'une poésie qu'on pourrait qualifier d'instagrammable, entre grands guillemets, c'est-à-dire que c'est une poésie qui s'adresse au plus grand nombre, qui s'affranchit évidemment de la rime, du vers, des pieds, et qui vient juste essayer de saisir des instants de vérité, des moments de vie comme ça qu'elle a sublimés, qu'elle a immortalisés. Elle en a fait des recueils, et aujourd'hui elle peut sold out une cigale en 3 jours pour venir les réciter, les scander devant une foule en délire, quoi. Donc je trouve ça incroyable. Je pense aussi à évidemment Segers, je pense à Iconopop aussi avec le travail d'Alexandre Bord, qui est une nouvelle forme d'édition avec des petits livres qui viennent proposer Akhenaton par exemple, qu'il a fait. Tu parlais d'Ayam et plein d'autres auteurs de tout style. Je sais que Dominique A par exemple a publié un recueil de poèmes chez eux, donc il y a vraiment, je pense, un nouvel essor. Et après, il y a le monde réel, au-delà des livres. Il y a de plus en plus, à Paris notamment, mais je crois partout ailleurs, d'événements qui sont organisés, de cercles d'orateurs et de poètes disparus qui viennent juste scander, que ce soit leurs vers ou ceux d'autrui, dans des événements un peu hors du temps, quoi, parce qu'ils viennent juste scander, chanter. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a qu'un partage qui est vraiment très ancré dans le réel. Je trouve ça beau, quoi. C'est vrai qu'il y a cette dimension-là, on parle de démocratiser et d'augmenter le nombre de lecteurs, mais il y a aussi l'idée de vivre ensemble la poésie, qui est quelque chose de plus en plus actuel. Et ça se rattache à la démarche d'Arthur Teboul, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que lui, quand il a écrit ses poèmes, ceux qui ont été publiés l'année dernière dans le recueil Le Déversoir, il les a écrits pour lui au début. Et en fait, par rapport au côté écrasant qui était évoqué aussi entre nous, là, de la poésie classique, que certains diront poussiéreuse ou d'autres juste impressionnante, en fait, lui, il s'est libéré en écrivant des poésies sur le mode de l'écriture automatique, inventée ou réinventée par les surréalistes, et il remplissait des carnets pour lui-même seulement. Et quand je l'ai rencontré, il ne comptait pas les publier. Et finalement, c'est moi qui ai réussi à le convaincre que ça pouvait avoir un intérêt pour le public. En revanche, il y a une chose qu'il avait envie de faire, c'est que cette expérience qu'il avait découverte pour lui-même, il voulait la vivre avec les autres. Et finalement, il a réussi à le faire quand on a sorti son livre pendant 1 semaine dans un centre d'art. Il a donné rendez-vous à des personnes du matin au soir pendant un peu plus d'1 semaine, en fait. Et en leur présence, il a écrit des poèmes pour eux, qu'il leur a donné. Et en fait, c'était ça, son idée première. C'était presque de passer la main en inventant un métier qui, lui, disait, ça aurait pu être le métier de déverseur. Il dit, quand on a un quart d'heure à perdre en ville, peut-être plutôt que d'aller s'acheter un journal ou un bouquet de fleurs ou que sais-je, toutes les choses qu'on peut faire en un quart d'heure, 1 demi-heure, pourquoi ne pas aller chez le déverseur ? Et bon, écoutez, il a commencé, donc il n'y a plus qu'à continuer. Et le nom est trop beau. Il a appelé ça les consultations poétiques. Oui, c'est ça. Ça, c'est trop beau. Déjà, il a vraiment voulu imaginer une boutique comme si c'était un métier avec une boutique qui aurait pignon sur rue. On va passer au 2e extrait de Lord Esperanza. Vous pouvez nous le présenter peut-être, c'est oui, Baudelaire. Bien sûr, complètement. C'est un texte qui s'appelle Spleen de Baudelaire. Je suis très heureux de pouvoir le chanter avec vous. Puis voilà, on va bien s'amuser. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvert, un jour noir plus triste que les nuits, que les nuits. Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits, que les nuits. Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits, que les nuits. Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits, que les nuits.
verse un jour noir plus triste que les nuits, que les nuits. Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits, que les nuits. Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits, que les nuits. Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits, que les nuits. Lord Esperanza, j'ai l'impression que Baudelaire, ça fait partie, ou ça résonne en tout cas avec votre univers. Ouais, j'aime bien, ouais. C'est très mélancolique. En fait, le club des Hachichins en général, même tout le travail de Théophile Gautier, on parlait un peu plus tôt de l'expérience quasi physique et du monde réel. Eux, c'est vraiment des auteurs qui ont utilisé un peu aussi les substances psychotropes, etc. Moi, je me raccroche pas du tout à ça, mais la démarche, même surréaliste aussi, un siècle plus tard, j'aime bien l'approche en fait artistique quand elle devient concrète et vraiment palpable dans la matière, quoi. Alors c'est le moment, je crois, si vous avez des questions, s'il y a des gens dans le public qui veulent poser des questions à nos invités, que ce soit à Lord Esperanza, à Amalia ou évidemment aux autres invités, on est là pour y répondre. Est-ce que... Il y a des questions au fond. Alors je ne sais pas qui peut... Bonjour, j'avais une question. Est-ce que la musique, mettre en musique du rap, c'est pas faire une double poésie, d'abord dans les mots et en plus dans la musique, parce qu'on peut aussi considérer l'instrument et la musique par-dessus comme une forme de poésie qui vient poétiser la poésie. Je sais pas, mais... C'est ton point de vue ou c'est la question? C'est mon point de vue et je vous pose, est-ce que vous avez le même point de vue? Bah oui, ça va de pair, hein, je pense. C'est ces deux médiums qui se rencontrent et qui font qu'un à la fin, quoi. Non, tu penses pas? Ça crée une œuvre en soi, quoi. La musique, la poésie, c'est un ensemble. Enfin. Ouais, c'est un ensemble. Je sépare pas les deux personnellement. C'est justement parce que avant d'écrire, je travaille la musique pour ensuite écrire. Donc pour moi, c'est indivisible en fait. Ça se dit? Oui. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que, en fait, il y a de la poésie là où il y a de la beauté, et en fait, parfois une suite d'accords où tu vois un arrangement de cordes, par exemple, ou même des chœurs, ça peut être peut-être même plus parlant que des mots, tu vois, pour venir essayer de capturer une émotion ou un ressenti. Je trouve que parfois la musique est peut-être plus universelle que les mots. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de chansons qui nous touchent, même si on ne comprend pas forcément, tu vois, les textes. Récemment, j'ai découvert une artiste islandaise, tu vois. Donc clairement, je ne parle pas l'islandais. Et pourtant, tu vois, c'est inadmissible. Ça m'a bouleversé, tu vois. Donc moi, je suis complètement de ta team. Je suis d'accord avec toi. Bonjour. Moi, je me demandais comment est-ce que vous choisissiez les mélodies pour chaque texte, parce que c'est un peu c'est quand même avoir une interprétation que choisir. Tu parles dans le cadre de Lumni ou en général? Dans le cadre de Lumni. C'est quoi la question? C'est comment j'ai choisi la mélodie? Oui, comment on a choisi? Alors, écoute, je sais pas. En fait, je sais pas parce qu'il y a un truc, c'est très instinctif en fait. Comme je disais, à la base, moi je travaille la musique. Donc en fait, pour le texte que j'interpréterai tout à l'heure de Paul Éluard, en fait, la manière dont il a écrit la chose, pour moi, j'avais l'impression que c'était déjà une chanson en fait. Il y avait déjà un refrain. Donc après, si tu veux, c'est voilà, tu te poses sur un piano et ça fait... Enfin, tu verras après, je vais le chanter très mal là, mais tam 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 tam. Eh ben moi j'ai fait. En fait j'ai fait l'octave au-dessus quoi. Je me suis pas cassé la tête.
Non, mais en fait, des fois, en fait, le piano que tu vas choisir ou le son, en fait, je te parle même pas de l'instrument, je te parle du son, de la sonorité. En fait, c'est ça qui va t'inspirer plus que... voilà, je sais pas où je pars. Parce qu'en fait, c'est tellement instinctif, je ne saurais comment te répondre. C'est là, c'est là, c'est là, c'est... Tu fais pas un peu en fonction du texte? T'es pas inspiré Non, parce que c'est marrant ce que tu dis, c'est intéressant, mais pour Paul Éluard, en fait, c'est d'abord la mélodie, et après je me suis dit, ok, par rapport à ma mélodie, comment je vais pouvoir le mettre en place. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance, et ça a été un plaisir aussi de le faire, parce que, comme je disais tout à l'heure, sur Paul Éluard, pour moi, il y avait un refrain déjà, quoi. Voilà. Je sais pas si c'est très clair. Hein. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre... de l'irrationnel un peu dans l'inspiration. Il y a quelque chose de magique qui est propre à chaque artiste, mais j'ai une très bonne amie artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Leslie Medina, qui me parle souvent de son rapport à la création, et elle parle de l'amusement. Elle dit qu'en fait c'est essentiel pour elle que la création passe par le jeu. Et je pense que, bon, c'est une phrase un peu cliché, mais chaque artiste a une âme d'enfant et doit la cultiver pour, entre guillemets, l'arroser, tu vois, pour qu'elle continue à s'émerveiller de rien et qu'elle soit nourrie pour pouvoir capturer et mieux retranscrire. Et je crois que l'amusement, c'est un peu en lien avec ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... Tu reçois le texte d'Éluard ou d'Hugo ou autre et tu dois... un peu dans un premier jet, il faut quasiment que ça reste une improvisation, un truc spontané, tu vois. C'est instinctif, en fait, je pense surtout la création. Ouais, c'est ça. Tu vois. En fait, c'est très impulsif. C'est très spontané. Et c'est ça qui rend magique la chose, comme tu dis. Ouais. Je sais pas si ça répond à ta question. Voilà. Ouais, ça va. Une dernière question avant d'écouter Amalia, justement. Bonjour, c'était super intéressant. Petite question par rapport au programme Lumni en lui-même. Est-ce que vous prévoyez de réaliser de nouveaux morceaux, de nouvelles explications et de diversifier le format à l'avenir avec de nouveaux saison types 2. de contenus? Ouais. Je sais pas, ça dépend de l'audience, si ça plaît ou pas. Non, je plaisante. On est justement, et c'est là tout le luxe, entre guillemets, d'appartenir au service public, et là en l'occurrence public de l'audiovisuel, c'est d'oublier l'audience pour être vraiment sur l'utilité. Et je crois en tout cas que cette première saison, puisque c'est une première saison, elle a été bien reçue. Elle n'a pas été suffisamment, moi je suis très transparente, hein, en tout cas utilisée encore, mais je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est qu'on a aussi changé la façon dont on s'adressait aux jeunes dans Lumni, hein, sur Lumni, pardon, par rapport à un ton peut-être moins institutionnel, moins classique qu'auparavant pour traiter de pédagogie et des points clés du programme scolaire. Et moi je suis la première à voter pour une saison 2. Mais bon voilà, je crois que l'équipe aussi, je vois Nathalie aussi en face de moi qui est la responsable du pôle édito. Elle serait en tout cas, je pense, très, très heureuse de pouvoir embarquer l'équipe sur une saison 2 avec toujours, s'ils en sont d'accord, la même équipe, peut-être d'autres jeunes aussi rappeurs et la boîte de prod 1000 grammes qui a fait un travail fantastique. Donc oui, on l'espère. Merci d'ailleurs pour l'intérêt et la question. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on écoute Amalia, peut-être? Je ne vois aucune main se lever. Bah, écoutez, on va écouter Amalia. Vous parlez de Paul Éluard, on va l'entendre maintenant. Je te le dédie. Je t'aime pour toutes les femmes que je n'ai pas connues. Je t'aime pour tous les temps où je n'ai pas vécu, pour l'odeur du grand large et l'odeur du pain chaud, pour la neige qui fond, pour les premières fleurs, pour les animaux purs que l'homme n'effraie pas. Je t'aime pour aimer. Je t'aime pour toutes les femmes que je n'aime pas, qui me reflètent sinon toi-même. Je me vois si peu. Sans toi, je ne vois rien qu'une étendue déserte entre autrefois et aujourd'hui. Il y a eu toutes ces morts que j'ai franchies sur de la paille. Je n'ai pas pu percer
le mur de mon miroir, il m'a fallu apprendre. Ouais. Tu es le grand soleil qui me monte à la tête quand je suis sûre de moi, quand je suis sûre de moi. Tu es le grand soleil qui me monte à la tête quand je suis sûre de moi, quand je suis sûre de moi. Tu es le grand soleil qui me monte à la tête quand je suis sûre de moi, quand je suis sûre de moi. Tu es le grand soleil qui me monte à la tête quand je suis sûre de moi, quand je suis sûre de moi. Il m'a fallu apprendre mot pour mot la vie comme on oublie. Je t'aime pour ta sagesse qui n'est pas la mienne. Pour la santé, je t'aime contre tout ce qui n'est qu'illusion. Pour ce cœur immortel que je ne détiens pas, tu crois être le doute et tu n'es que raison. Tu es le grand soleil qui me monte à la tête quand je suis sûre de moi, quand je suis sûre de moi. Je t'aime. Bravo. J'aimerais voir la réaction d'Antoine Caro sur cette... parce que vous êtes l'éditeur de Paul Éluard. Enfin, vous êtes dans la maison d'édition de Paul Éluard. Bah, je suis d'accord avec Clémence. On a vraiment l'impression que ça a été écrit hier, quoi. En fait, c'est génial, ça marche parfaitement bien. Et pour revenir à des choses d'hier, auxquelles je pensais pendant que vous répondiez aux dernières questions, je pensais que certains auteurs que j'ai réédités là depuis 2 ans, qui ont pas la même notoriété que Paul Éluard ou Victor Hugo, qui sont des auteurs étrangers. L'un s'appelle Langston Hughes, c'était un noir américain qui a publié des poèmes dans les années 20. Il représente le courant qu'on appelle la Renaissance de Harlem. En fait, il a révolutionné la poésie en mettant le blues, le rythme du blues et les thèmes du blues dans la poésie. Et lui-même a fait école ensuite, parce qu'il a, il a voyagé en Amérique. Et en se faisant connaître à Cuba, par exemple, il a touché un autre poète que je republie maintenant, qui s'appelle Nicolas Guillen, qui n'est pas très connu. Et lui, Nicolas Guillen, il a mis les thèmes et les rythmes du son cubain dans la poésie. Et à son tour, il a changé quelque chose à la poésie qui a fait école en Amérique latine. Donc cette histoire, ce lien entre la musique et les mots, j'ai l'impression qu'elle est éternelle. Mais là, c'était... parfaitement fluide, c'était très beau, bravo. Et de Cuba à Harlem, on va repasser à Marseille, parce que vous avez une petite surprise pour terminer, Amalia. Ah oui. Avant de dire au revoir à tout le monde, une dernière prestation. D'accord. Oui, j'ai effectivement préparé une petite surprise. Le titre s'appelle Lettre à ma France et je l'ai écrit justement sur le thème de la jeunesse. Moi, j'ai 24 ans et je ne sais pas trop où je me situe dans ce monde, comment il faut grandir, ou est-ce qu'il faut se poser cette question, mais en tout cas, comment survivre, plutôt, j'ai l'impression. Voilà, donc le titre s'appelle Lettre à ma France et voilà. Excuse-moi, j'aimerais prendre la parole, être un peu écoutée. Ça fait longtemps que j'attends qu'on me donne ce rôle, mais tu me mets de côté. Tu préfères me faire peur et effrayer ceux qui m'entourent, mais je n'ai plus d'âme pour l'honneur, plus de cœur à l'amour. Excuse-moi, j'ai cette tendance à vouloir me laisser aller. J'ai perdu le goût d'être seule car je me sens mal accompagnée. J'ai essayé de te suivre, de comprendre et d'obéir, mais excuse-moi si je ne crois plus un seul mot que tu me dis. Excuse-moi si à 20 ans je suis au chômage, que je le vis mal. Excuse-moi si je profite et que je gratte, mais j'y travaille, je cherche en vain. Emprisonnée dans ma cave, je me conserve avec des boîtes, des pâtes et mon portable. Excuse-moi si je gère mal mon argent. Tous les mois à découvert et aucune aide me vient, même pas de mes parents. C'est pas la CAF ni la bourse qui remboursera mon crédit. C'est pas Pôle emploi ni le Crous comme moyen que je supplie. Excuse-moi si je suis jeune et que ma façon d'être te gêne. Je préfère sortir avec mes potes plutôt que de suivre tes règles. Excuse-moi si je descends pour me défendre dans la rue, mais bien trop violents sont tes élus et bien trop belle est ma France. Excuse-moi si je n'ai plus confiance et que je fais ce que je veux. Excuse-moi si je pète des plombs et si je t'en veux, mais qui pourra nous entendre et qui pourra nous comprendre? Excuse-moi, j'ai plus d'espoir. Excuse-moi si je veux me rendre. Excuse-moi si je pense au suicide ou que je fais la gamine. Excuse-moi quand je me confine, je m'ennuie, je t'oublie par la weed. Excuse-moi si je dis des choses politiquement incorrectes. Excuse-moi comme mon voisin, j'ai plus des tics, je prends plus de pincettes. Excuse-moi de m'excuser, mais j'ai l'impression d'être coupable. Coupable de notre sort, ouais. Coupable de mes choix. Coupable de plus t'aimer ou coupable de faire mal. Excuse-moi si t'es victime de mes coups de mots, de mes coups bas, mais qu'est-ce que t'attends de moi?
que je me batte pour toi, mais ça fait 20 ans que je grandis avec cette idée-là. Pourtant, rien n'avance et je ne comprends pas. Mais si tu penses que c'est à cause de toi, alors excuse-toi. Merci beaucoup Amalia. C'est le moment de remercier tous les participants de cette table ronde. J'espère que ça vous a donné envie d'aller voir d'abord C'est la base sur Lumni et puis d'écouter aussi Amalia et puis Lord Esperanza et d'aller regarder ce qui se fait du côté de chez Segers. Bonne continuation, bonne soirée à tous et bonne fin de festival.